merci de cette invitation et à discuter sur ce sujet, bon, évidemment, d'actualité. Moi, je vais l'aborder peut-être à travers la pratique qui est la mienne aujourd'hui au SGPI, qui est une démarche qui était tout à fait dans le thème de la table ronde, et de vous dire un petit peu comment, dans les évaluations socio-économiques préalables des grands investissements publics, on prend en compte, ou modestement, comment, dans certains cas, en tout cas, on prend en compte la question de l'impact des décisions sur la mortalité, essentiellement. Et je vous donnerai quelques exemples. Voilà. Donc, on va passer tout de suite au slide suivant, simplement peut-être pour vous présenter ça me permettra de me présenter en même temps, mais de vous expliquer le cadre dans lequel on applique cette valeur tutélaire que vous avez sans doute, je suis désolé, je ne pouvais pas être là ce matin avec vous, vous avez sans doute évoqué ça ce matin. Donc nous, on a une valeur tutélaire de référence sur laquelle je reviendrai. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est ce que je rappelle ici dans ce slide, c'est qu'en 2012, il y a eu une décision extrêmement importante, puisque un article de loi impose désormais que pour tous les projets d'investissement civil financés par l'État et ses établissements publics, on fasse une évaluation socio-économique préalable. Et le terme, évidemment, dans une loi, on ne fait pas de la théorie, donc on peut discuter de ce que recouvre ce terme d'évaluation socio-économique. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas strictement une évaluation financière, que ce n'est pas une évaluation budgétaire et que c'est encore moins une évaluation technique. Il y a une vraie volonté ici du législateur à faire en sorte que lorsque l'on sollicite les fonds publics, on soit en capacité de démontrer la création de valeur. Et dans cette création de valeur, il y a évidemment des éléments qui sont, entre guillemets, faciles à calculer, puis il y en a d'autres où c'est un petit peu plus complexe. Il se trouve, c'est le décret d'application de la loi, que pour... on est toujours sur la même slide, hein. Je termine juste sur le décret. Donc en fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est peut-être pour vous expliquer en gros les exemples que je vais vous donner par la suite, c'est que pour les projets qui dépassent 100 millions d'euros de financement public, bon, je ne rentre pas dans le détail, c'est un peu plus compliqué, il y a une contre-expertise indépendante de cette évaluation. Ce qui fait qu'au SGPI, et c'est ma tâche, c'est de vérifier d'une part que cette évaluation a bien été faite, puisque c'est ce que demande la loi, mais surtout on pilote une contre-expertise indépendante pour vérifier la robustesse de l'évaluation qui est proposée. Voilà. Donc slide suivant. Voilà, donc si je reviens maintenant sur la question qui nous concerne, hein, dans ces différents éléments qui participent à la valeur du projet, bien, il y a évidemment des éléments qui touchent à la question de l'amélioration de la santé, qui touchent à la question d'une diminution du risque de mortalité, par exemple. Et donc, on utilise de manière, notamment dans le secteur des transports, depuis plus de 50 ans, dans des évaluations préalables, on utilise ce qu'on appelle la valeur statistique de la vie humaine. Alors, je ne veux pas, vous l'avez sans doute évoqué ce matin, donc je ne rentre pas dans la construction, simplement pour vous dire, et je me prends un peu de temps parce que je ne voudrais pas être mal compris, cette valeur statistique de la vie humaine n'a pas pour objet de donner la valeur que la collectivité donne à la vie humaine. Ce n'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'est quel est l'effort que la collectivité est prête à consentir pour diminuer un risque de mortalité additionnelle. Donc, si vous voulez, alors il y a différentes manières de la calculer. Je vous ai mis un petit tableau pour vous montrer qu'on revient de très loin. Dans les années 90, on était sur des valeurs assez faibles quand on les comparait aux administrations étrangères. Et les différents rapports, boiteux, Kiné, je vous ai mis tout ça à la fin du slide, les différents éléments, si vous voulez vous y reporter, on conduit progressivement à revaloriser ce référentiel, et aujourd'hui il est fixé à 3 millions d'euros, je ne rentre pas dans les détails. Voilà. Donc c'est un chiffre qui existe, et je vais vous montrer, c'est le slide suivant, comment tout ça est mis en œuvre, parce que c'est ça le sujet. Voilà. Alors je vais prendre quelques exemples donc de dossiers qui ont fait l'objet d'une évaluation socio-économique. On a été saisi par les porteurs de projets puisque les montants étaient évidemment très au-delà de 100 millions d'euros, et on a organisé une contre-expertise sur chacun de ces dossiers. On en a à peu près une 70 depuis une dizaine d'années. Je viens sur
je vous en présente deux, et puis je conclurai sur un point d'ouverture d'un travail qu'on mène avec l'École nationale des officiers sapeurs-pompiers. Voilà. Donc ici, leur coding Clichy-sous-Bois, il s'agit de quoi? Ben, vous savez, il existe un certain nombre de quartiers aujourd'hui de copropriété extrêmement dégradés et dans lequel il y a un risque très important de dégradation et de risque d'écroulement des bâtiments. Il y a eu le cas de Marseille il y a un peu plus d'un an qui a quand même marqué les esprits. Et donc l'État a mis en place un outil assez puissant, assez coûteux, qui consiste sur des zones déterminées à racheter l'ensemble des propriétés, à raser et à reconstruire, pour faire vite. Et donc sur celui de Clichy-sous-Bois, bien c'était voilà un secteur fortement marqué par des copropriétés extrêmement fragilisées. Et donc on a l'évaluation, si vous voulez, a essayé de mettre en avant quels étaient les avantages attendus de cette action de l'État. Et donc, vous voyez, je vous ai mis très rapidement, il y avait un risque d'accident, donc puisque à laisser les bâtiments en l'état, il y avait des risques, ça s'était déjà produit, de d'écroulement d'une partie des bâtiments. Il y avait tout le volet je veux dire, d'amélioration du logement sur ses caractéristiques énergétiques, la question du gain de confort parce que c'était des logements qui étaient extrêmement dégradés, des gains aussi sur la santé puisque quand on voilà, il y a des travaux qui existent et qui établissent des relations entre les conditions de logement et un certain nombre de pathologies. Et puis, la question du cadre de vie, évidemment, dans l'ambition de l'État, c'est d'arriver à restaurer, requalifier cet espace urbain. Alors, comment, sur la coup, on va passer au slide suivant. Donc, du coup, vous voyez, évidemment, je passe sur tous ces avantages où on a cherché. Vous voyez, c'est le graphique qui est ici. Donc, je ne détaille pas, simplement, vous avez le 17 millions d'euros en jaune. Eh bien, cet élément-là, comment a-t-il été calculé? Alors, j'avais un slide, je ne sais pas si juste avant ou juste après, je ne sais plus si on peut rebasculer rapidement. Non, non, c'est avant, alors. Et encore non, bah voilà, le slide a dû être supprimé. Je suis désolé. En fait, comment on a travaillé? Bien, on avait des statistiques de risque de mort associés à un accident puisqu'il s'était produit sur ce terrain, donc un écroulement d'une partie de la façade et donc avec un impact immédiat sur des blessés et des décès. Et donc, on a considéré, si vous voulez, que en faisant l'investissement, on allait supprimer le risque que cet accident se reproduise. Et donc, on a associé, on a donné comme valeur à ce projet le fait qu'en le faisant, eh bien, on avait un risque de mortalité qui était diminué. Et là, bien après, bon, bah, c'est du bricolage, mais on fait quelques statistiques, on travaille avec quelques référentiels et on associe à ce gain eh bien, la valeur de 3 millions d'euros que j'ai évoquée tout à l'heure. Comme on fait des évaluations à long terme, eh bien, voilà, on fait quelques savants calculs pour agréger et donner un bilan associé à ce seul effet. Donc voilà, ça c'était l'exemple de leur coding cliché. Alors j'en profite un mot pour vous dire, vous voyez, c'est aussi pas le centre de l'analyse, puisque quand on fait une évaluation d'un tel projet, on considère tous les enjeux du projet et pas simplement évidemment l'enjeu santé. Donc je passe à un autre exemple, si vous voulez, et puis dans la discussion pourra revenir, c'est la rénovation d'une prison à Bordeaux. Et donc là aussi, l'évaluation socio-économique s'est attachée à identifier et mesurer un certain nombre d'impacts, donc un impact sur les taux de récidive, un impact sur les taux de suicide, un impact sur les conditions de travail des acteurs de la prison, sur des éléments de contentieux liés à la dégradation des conditions de détention, etc. Et donc sur ce dossier, effectivement, donc on va passer à la slide suivant, on a cette question du suicide. On sait au jour d'aujourd'hui, voilà, on a des statistiques sur les suicides dans les prisons, essentiellement dans les maisons d'arrêt d'ailleurs. Et l'idée, si vous voulez, qui était portée par le ministère, c'était de dire, en améliorant les conditions de détention, on va sans doute diminuer le risque de suicide. Alors ça, c'est des travaux qui existent, pas en France, mais à l'étranger. Donc on met des relations entre les conditions de détention et le risque de suicide. Et une fois que vous êtes
d'accord avec cet impact-là, eh bien ensuite on utilise toujours de la même manière, on projette, on simule un nombre de suicides évités sur l'ensemble de la période d'évaluation du projet et on valorise ces suicides évités par la valeur de 3 millions d'euros. Voilà un deuxième exemple. Je termine avec une ouverture. C'est une réflexion qu'on a en cours aujourd'hui donc à l'École nationale des officiers sapeurs-pompiers sur comment on valorise l'intervention des forces de secours. Et en fait, il y a des questions assez concrètes qui se posent. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, pour des raisons budgétaires, on est amené à restructurer les sites d'intervention sur le territoire. Et en fait, en faisant ça, eh bien, on sait qu'on va avoir un impact sur le temps d'intervention. Et si vous êtes d'accord pour dire que lorsque l'on augmente le temps d'intervention, on a un risque de décès supplémentaire, ou à contrario, si on intervient plus vite, on a une chance de pouvoir sauver des personnes, eh bien, comment on valorise ce point-là? Et si vous le faites pas, évidemment, et c'est un peu aujourd'hui, c'est un peu la situation de nos collègues, c'est que on ne met en avant que les coûts associés aux coûts, par exemple, d'une présence forte sur le territoire, mais il faut pouvoir mettre en face de ces coûts la valeur qu'on va retirer du fait qu'en étant présent sur le territoire de manière un peu efficace, eh bien, on va avoir un impact sur le délai d'intervention. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours et qui vous montrent. Alors bon, je pense que vous, dans le milieu de la santé, vous voyez très vite comment on peut décliner ça sur toute une série de sujets. Mais là, la valeur de la vie humaine va pouvoir permettre de valoriser très simplement sur la base d'un référentiel cohérent. Je vous ai montré différents exemples dans des secteurs très divers, et on valorise cet effort de la même manière, quel que soit le sujet traité. Alors, pour terminer, il y a un sujet que je ne peux pas évoquer aujourd'hui parce qu'il est en cours d'instruction, mais il va bientôt sortir, donc vous pourrez le consulter, le rapport et l'avis du SGPI. C'est l'enfouissement des déchets nucléaires sur le site de Bure. Et en fait, sur ce projet d'enfouissement des déchets en profondeur, l'un des enjeux, c'est d'apporter des éléments de sécurité supplémentaires aux générations futures. Et là aussi, le sujet, c'est comment on fait pour, au regard des 25 milliards qu'on va engager sur CIGEO, comment on crédite le projet du fait que ce projet a pour vocation de diminuer le risque d'accident, de mortalité et de morbidité. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'ai abordé que le volet morbidité, le volet mortalité, pardon. Très clairement, dans les évaluations, on voit bien que l'un des enjeux, c'est le cadre, c'est plus complexe. Très souvent, c'est des pathologies, enfin, c'est le cadre de vie, c'est le bien-être de manière générale, et donc on travaille à différents niveaux pour essayer d'introduire dans ces évaluations des éléments plus intéressants et qui toucheraient à la question de la qualité de la vie, puisqu'il y a quand même beaucoup d'investissements dont certains impacts se traduisent sur le cadre de vie de manière plus générale. Il faut évoquer par exemple l'impact de la pollution atmosphérique, qui est un sujet très traité dans les dossiers transport. Voilà, je m'arrête là, j'ai peut-être été trop long. En tout cas, merci de votre attention. Non, non, je te remercie beaucoup, Luc. Peut-être, alors, c'était pas ce qu'on avait prévu, mais il y a quand même une question dans le chat de Martha Spranzi sur comment calcule-t-on la valeur monétaire des suicides évités. Du coup, je me dis, ça vaudrait le coup peut-être en 2 minutes que tu reviennes du coup sur ces valeurs monétaires, ces valeurs tutélaires, parce que du coup, pour être sûr que tout le monde soit au clair, puisque c'était voilà, c'est vraiment au cœur de ta présentation. Sur les suicides évités, on avait dans la prison de Bordeaux des statistiques sur les suicides de ces dernières années. Voilà. On a considéré que si on faisait rien, il n'y avait pas de raison que ça s'améliore. Voilà. On a considéré ensuite, sur la base d'études étrangères, qu'on pouvait avoir un impact entre les conditions de détention et le risque de suicide, ce qui nous donnait un coefficient, un pourcentage, si vous voulez. Et ensuite, on a appliqué, mais tout ça, c'est encore une fois, sur ce travail-là, c'était très exploratoire, mais en tout cas, c'était pour montrer à l'administration qu'on pouvait faire un certain nombre de choses. Et donc, sur le calcul qui est proposé, mais vous pourrez vous y reporter, le rapport est public. Et en fait, une fois que vous avez considéré
que l'amélioration envisagée, notamment sur la question de l'incarcération individuelle et la lutte finalement contre la surpopulation dans les prisons, une fois que vous êtes d'accord sur l'impact, vous voyez, c'est même pas la question de la valeur, là on n'est pas dans de l'économie, on est dans les considérations, le lien de causalité qu'on établit entre des conditions de détention et un risque de suicide. Et donc, on va voir, c'est pas les économistes qu'on interroge sur le sujet, on interroge des gens dont c'est le job de nous dire quels sont de qualifier les risques et les liens de causalité qui peuvent exister entre les conditions de détention et le risque de suicide. Et d'ailleurs, c'est très fragile parce que sur ces questions de suicide, il y a beaucoup d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais ce qui est très clair, c'est qu'on avait le sentiment que c'était quand même un élément qu'on pouvait raisonnablement valoriser. Donc, une fois que vous avez cet élément-là, vous avez un tableur avec un risque de suicide chaque année, vous le diminuez et vous valorisez le différentiel avec la multiplication par, c'est un petit peu plus compliqué, mais en gros, ça revient à ça, à multiplier par 3 millions d'euros. Voilà. Merci beaucoup, Luc. C'est difficile de se priver de faire remonter les questions, mais on va quand même se forcer. Et du coup, je propose, Brigitte, que tu prennes la parole. Et puis, voilà, de toute façon, on fera le point sur tout ce qui ressort du chat.